Merci de nous écouter sur le réseau synchronisé de Radio Mali, il est 9 heures. Le journal Barakissa Ouattara. La relance du trafic ferroviaire national est imminente. La délégation chargée d'informer et de sensibiliser les populations et autorités des localités riveraines est bien arrivée dans la cité des rails. Elle a été accueillie dans une ambiance festive. 51e anniversaire de l'OMVS, il est mis à profit pour la recherche de financement afin de mettre en œuvre la troisième composante de l'organisation sous-régionale. Il s'agit du volet de la navigation, un investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Comment vivent les insuffisants rénaux? On en parle dans Focus Santé. Notre équipe de reportage a passé une journée avec un dialysé. Sanana Toumé souffre d'insuffisance rénale chronique et est sur dialyse depuis 2019. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité. Et nous ouvrons ce journal par ce décret portant convocation du Conseil national de transition en session extraordinaire. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition à la demande du président du Conseil national de transition décrète. Article 1er. Le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire le mardi 14 mars 2023. Article 2. L'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur la relecture du règlement intérieur du Conseil national de transition. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Je le disais dans les titres, c'est dans une ambiance festive que la délégation à bord du train voyageur a été accueillie dans la cité des rails sur instruction de la ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko. La délégation qui a pris le départ à Bamako le 9 mars 2023 a pour mission d'informer et sensibiliser les populations et autorités des localités riveraines à la relance imminente du trafic ferroviaire national. Reportage Benoko Fofana. Il était 17h40 lorsque la locomotive CC2207, transportant l'équipe d'information et de sensibilisation, a fait son entrée dans la gare ferroviaire de la cité des Rails. Ce voyage du train à destination de la capitale du Kasso s'inscrit dans un contexte bien défini. Ibrahim Maïga, directeur général de la Société du patrimoine ferroviaire du Mali. Venir informer la population que la relance de l'activité ferroviaire est imminente et que de se préparer pour qu'on puisse commencer à prendre le train entre les différentes localités riveraines des rails. Veiller à certaines pratiques qui ont amené au déclin ou à l'arrêt des activités ferroviaires. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caïa. Je sais qu'il y a un autre aspect qui certainement n'a pas été évoqué. Ça, c'est les questions de permis. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était un cheminot. J'ai droit à voyager par train gratuitement. Certains pensent que c'est leur droit, que les gens comprennent que cela est archi faux. Si nous voulons que le train la survive, il faut que nous arrêtions avec ces pratiques-là. Malik Kassé, conseiller technique du ministre des Transports et des Infrastructures. Au nom de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, vous transmettre toutes ces sincères et chaleureuses salutations pour votre engagement, pour votre dévouement, pour votre abnégation et surtout pour votre patience. Le secrétaire général du syndicat de l'UNTM Chemin de Fer s'est engagé au nom des travailleurs à ne plus reproduire les erreurs du passé. Kaïa, Benoro Fofana, Lassana Keita, pour l'URTM. Et nous restons à l'intérieur du pays. À Mopti, 260 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui au renforcement de la stabilité dans la région Al-Gafia 2. Ce projet mis en œuvre par l'ONG Femmes et Développement sur financement du Royaume-Uni va s'apaisantir sur plusieurs activités dont l'appui à plus de 2000 personnes à travers les activités génératrices de revenus. Idrissa Keita. La stabilisation des zones du centre et du nord à travers le renforcement du leadership féminin dans les mécanismes de paix et le renforcement de la collaboration intergénérationnelle, c'est l'objectif du projet d'appui au renforcement de la stabilité dans la région de Mopti, Al-Gafia D, qui vient d'être lancé à Mopti. Le projet couvre la région de Gao et les communes de Sio, Sokroa et Kona
ainsi que le cercle de Djéné dans la région de Mopti pour une durée de 12 mois. Le coût du dit projet est estimé à 260 millions de francs CFA. Gaussou Diarra, représentant de la directrice de l'ONG FEDE. C'est un projet qui s'adresse principalement aux femmes et aux jeunes. L'objectif est de ramener la paix et la stabilité dans le centre du Mali, favoriser l'implication des femmes dans la résolution des conflits, le renforcement des capacités sur la gestion d'entreprises, la gestion des conflits, des campagnes d'information et de sensibilisation sur la cohésion sociale, la paix, la tolérance. Nous appuierons 2040 bénéficiaires à travers le financement d'activités génératrices de revenus. Issa Pleya, sous-préfet de Mopti. Les femmes et les jeunes doivent être au cœur de tout projet visant à favoriser le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. Pendant très longtemps, ils ont été insuffisamment impliqués dans la gestion des conflits, mais aujourd'hui, force est de constater que leur implication est indispensable. Mis en œuvre par l'ONG Femmes et Développement FEDE, le projet Al-Ghafia D est financé par le Royaume-Uni. Mopti, Idrissa Keïta et Salif Dambélé pour l'ORTM. Près de 200 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée par l'Union européenne dans le projet de brassage culturel, artistique et sportif pour la paix et la cohésion sociale. C'est au bénéfice des jeunes des régions de Tombouctou et de Taoudéni pour une durée de 3 ans. Ce projet qui sera mis en œuvre par l'association Vivre Ensemble va couvrir 5 cercles de la région de Taoudéni et 2 communes de Taoudéni. Reportage Yeya Tandina. Le sport et la culture, facteurs de cohésion sociale et levier de la paix, sont au centre d'un ambitieux projet intitulé « Brassage interculturel artistique et sportif des jeunes des régions de Tombouctou et Taoudéni pour la paix et la cohésion sociale ». Une initiative de l'association Vivre Ensemble est financée par l'Union européenne à près de 200 millions de francs CFA pour une durée de 36 mois. Ainsi, les jeunes de la cité du Selgem et ceux de la ville mystérieuse seront initiés dans plusieurs domaines sportifs et culturels en matière de consolidation de la paix. Salah Hamega, président de l'association du Vivre Ensemble. Ce projet est un projet sur lequel nous allons plus travailler sur les ICC, les initiatives culturelles créatives, qui va permettre de former 85 jeunes de 2 régions. La durée du projet, c'est 3 ans. C'est en présence des acteurs culturels et sportifs des 2 régions qu'une projection sur le projet a été largement discutée et en présence des autorités administratives des 2 régions. Karifa Kone, conseiller du gouverneur de Tombouctou. Nous saluons les multiples initiatives de l'association Festival Vivre Ensemble en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Bolé Mouloun Babi, directeur de cabinet du gouverneur de Taoudéni. Je voudrais vous rassurer la disponibilité des autorités administratives de Taoudéni à vous accompagner dans la mise en œuvre efficiente qui contribuera, à n'en pas douter, à renforcer la paix, le vivre ensemble dans nos 2 régions. Ce projet tant attendu, selon les jeunes, permettra au retour des activités culturelles des Azalaï et ouvrira les compétitions entre chameliers des 2 régions. Tombouctou, Yehiya Tandina, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Direction Dakar, l'OMVS à la recherche de financement pour mettre en œuvre la 3e composante de l'organisation sous-régionale. Il s'agit du volet de la navigation, un investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. En attendant de convaincre les bailleurs de fonds, les États membres s'engagent à payer une trentaine de milliards de francs CFA afin que les travaux préliminaires démarrent d'ici la fin du premier semestre en cours. L'OMVS célèbre ainsi le 51e anniversaire de sa création, une occasion pour les responsables de faire le bilan des réalisations. Envoyés spéciaux à Dakar, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Le Mali, bien étant un pays littoral, est un pilier important dans le fonctionnement de l'OMVS. Le président Modibo Keïta et ses pairs du Sénégal, de la Mauritanie et de la Guinée. Ainsi, en 1968, naquit l'idée de la création de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal qui deviendra l'OMVS en 1972. 51 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mohamed Abdel Veta, haut-commissaire de l'OMVS. Aujourd'hui, 400 MW d'énergie hydroélectrique est au bénéfice de nos États, de l'électricité au Mali, de l'électricité en Mauritanie, de l'électricité au Sénégal. L'agriculture, nous avons des centaines de milliers d'hectares irrigables aujourd'hui grâce à l'organisation.
Cet anniversaire se tient à un moment où l'organisation se trouve à la croisée des chemins. Les responsables peinent à mettre en œuvre le troisième pilier de cette mamelle nourricière. Il s'agit de la navigation, thème de cette journée. Le haut-commissaire ne perd pas espoir. J'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le message clé qu'il m'a donné, c'est de faire avancer la navigation. Ce projet, il y a un engagement politique de haut niveau pour le faire. Les États sont engagés. Il y avait un partenaire financier, Exim Bank Inde, qui avait le financement prêt pour ce projet. Mais pour des raisons externes, malheureusement, il n'a pas pu se faire. C'est suite à ça que nous avons changé de stratégie. Et aujourd'hui, la SOGENAV a préparé une nouvelle stratégie de mise en navigation rapide sur le fleuve, a demandé un financement à nos États, qui l'ont accepté et nous sommes dans les phases de mobilisation de ce financement. Cette contribution annoncée par les chefs d'État devrait permettre de commencer les travaux d'ici la fin du premier semestre 2023, ce qui s'annonce comme un ballon d'oxygène pour le Mali. Amadou Diallo, directeur général de la Société de gestion pour la navigation du fleuve Sénégal. Déjà avec ce projet, le Mali pourra avoir un débouché de plus. Il y a les débouchés de la route, il y a les débouchés ferroviaires, mais ces débouchés coûtent cher. Le projet, la navigation, c'est le moyen de transport le moins coûteux. Donc c'est un transport de masse. Avec cela, le Mali pourra développer l'exploitation de ses mines. En tout cas, la volonté politique est affichée, pourvu que les populations riveraines ne s'impatientent davantage. Dakar, Mohamed Diarra, Aboubakar Traoré pour l'ORTM. En RDC, les partis politiques de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Augustin Matata Pogno, 3 candidats à la prochaine présidentielle, ont drainé des dizaines de milliers de partisans hier à Kinshasa pour dénoncer l'agression du pays par le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. L'Angola compte d'ailleurs envoyer un contingent à l'est de la RDC pour soutenir les opérations de maintien de la paix après l'échec du cessez-le-feu qui avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles du M23. La présidence angolaise l'a annoncé hier dans un communiqué. Selon Luanda, cette décision a été prise après des consultations avec Kinshasa. L'ONU et d'autres dirigeants de la région ont été informés de cette initiative. À Beyrouth, au Liban, l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques d'ici à 2 mois entre l'Arabie saoudite et l'Iran après 6 ans de rupture a été saluée. Tous sont conscients que l'amélioration des rapports entre les deux pays aura forcément un impact au Liban. Cette détente obtenue après plus de 2 ans de pourparlers secrets en Irak puis à Oman pourrait constituer l'amorce d'un tournant géopolitique. L'accord qui devrait être finalisé lors d'une prochaine rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays prévoit que Riyad et Téhéran rouvrent leurs ambassades dans un délai de 2 mois et qu'ils réactivent les accords sécuritaires et économiques qui les lient. Les deux puissances se sont également engagées à ne pas interférer dans leurs affaires internes. Mali Actualité, il est 9h passé de 13 minutes. Ainsi s'ouvre la page sport et c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Brakissa. Basketball, BAL 2023, le stade malien de Bamako affronte ce dimanche l'US Monastir de Tunisie dans la conférence du Sahara. On va préciser d'entrée, Brakissa, que la Basketball African League BAL concerne uniquement les messieurs pour le moment. Alors après l'AS Police lors de l'édition inaugurale en 2021, c'est le Stade malien de Bamako, champion du Mali, qui représente le pays à la BAL 2023. Le Stade malien de Bamako est vu comme un prétendant sérieux à cette édition de BAL. L'aventure des Blancs de Bamako dans ce tournoi à dimension internationale soutenu par la NBA, le championnat de basketball nord-américain, commence ce dimanche 12 mars et ce sera contre le champion en titre, l'US Monastir de Tunisie, à 17h30. Je rappelle que les clubs jouent à nouveau dans 2 conférences, la conférence du Sahara et du Nil. Le Stade malien de Bamako est dans le groupe de la conférence du Sahara avec l'US Monastir de Tunisie, Kwara Falcons du Nigeria, l'AS Douanes du Sénégal, Rwanda Energy Group et ABC Fighters de Côte d'Ivoire. La conférence du Sahara a débuté ce samedi 11 mars à la Dakar Arena par la victoire d'ABC Fighters de l'entraîneur Liz Mills par 76-70 face à l'AS Douanes du Sénégal. Toujours en basketball, la 2e journée du championnat national de première division
Hommes et dames a pris fin ce samedi. Oui, chez les dames, le Djoloba AC a remporté son duel face au Stade Malien de Bamako 79-66. Alors après leur défaite inaugurale, les Rouges de Bamako lancent ainsi leur saison avec ce succès. Calaban Sport Club enregistre sa deuxième victoire en autant de matchs. Après le Djoloba, lors de la première journée, c'est l'AS Comité 6 qui a mordu la poussière devant KSC 72-68. À Kaï, les policières sont allées l'emporter devant le centre Salamatou Maïga de la localité par 48-43. Toujours dans la cité des rails, l'AS Police Homme a aussi pris le meilleur sur le Sigui local 55-58. En ouverture des rencontres de samedi, Atar Club de Kidal a battu l'AS Mandé par 58-46. Vendredi 10 mars, l'AS Real Dame s'est imposé devant l'USFAS 82-74. Du côté des messieurs, l'AS Real a gagné également contre l'USFAS par 74-64. Je signale que le Stade Malien de Bamako, homme champion en titre, n'a pas encore commencé en championnat en raison de sa participation à la BAL 2023. Football à présent, le Sénégal est champion d'Afrique des moins de 20 ans. Oui, la bonne étoile des sélections sénégalaises continue de briller. Après la CAN des seniors, le beach soccer, le CHAN au mois de février dernier, c'est au tour des moins de 20 ans de triompher sur le toit du continent. Annoncé comme favori de la CAN U20, les Lionceaux ont assumé leur rang en remportant le dernier défi ce samedi face aux jeunes Scorpions juniors 2-0. Souleymane Faye 6e minute et Mamadou Lamine Camara 56e minute sont les deux buteurs de la finale. En remportant les 6 matchs disputés avec la meilleure attaque 14 buts et la meilleure défense 0 but encaissé, le Sénégal a surnagé dans cette CAN U20. En plus d'être les champions d'Afrique, les Sénégalais ont aussi triomphé sur la distinction individuelle avec le milieu de terrain Lamine Camara, sacré meilleur joueur du tournoi. Alors qu'on pouvait croire que Pape Demba Diop était favori pour cette distinction, le joueur formé par Djambar se contente du prix du meilleur buteur avec 5 réalisations. En ce qui concerne le meilleur gardien, Landing Badji, sans surprise, est récompensé avec un tournoi parfait sans concéder de but. Ça y est, on a les résultats complets de la 4e journée des matchs de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Al-Ali d'Égypte est au bord du gouffre. Ça va mal pour Al-Ali. Recordman du nombre de titres en Ligue des champions de la CAF, 10 titres, est parvenu en finale des 3 dernières éditions. Le géant Carotte a sombré 5 buts zadés à Pretoria sur le terrain de Mamelodi Sundowns ce samedi à l'occasion de la 4e journée du groupe B. Alors que ce résultat permet à Mamelodi Sundowns de se qualifier pour les quarts de finale, Al-Ali n'a plus son destin en main. Les Diables Rouges seront contraints de battre Coton Sport, déjà éliminé lors de la prochaine journée, tout en priant que les Soudanais d'Al Hilal ne battent pas les Sundowns avant éventuellement une grande explication au Caire lors de la dernière journée. Souvent en mode diesel, le géant égyptien a déjà connu des difficultés en phase de groupe ces dernières années, notamment en raison de ses participations au mondial des clubs qui compliquent ses entames, mais cette fois, l'heure est grave. Il n'y avait pas que cette rencontre ce samedi pour compléter les résultats de la 4e journée en Ligue des champions de la CAF. Dans le groupe A, la victoire était essentielle en cette 4e journée pour la JS Kabylie, battue 1-0 par Vita Club lors de la précédente journée. La JSK a rectifié le tir en s'imposant à domicile 2-1. Toujours dans ce groupe A, le Wydad Casablanca retrouve son rythme de champion. Les Marocains sont allés battre Petro Luanda en Angola par 2-0. Ce succès propulse les champions en titre à la tête du groupe A avec 9 points. La JS Kabylie est deuxième avec 7 points. Les Angolais de Petro Luanda sont troisième avec 4 points. L'AS Vita Club de la RDC ferme la marche avec 3 points. La 4e journée des matchs du groupe de la Ligue des champions de la CAF a débuté mardi 7 mars avec 5 rencontres. Al Hilal Omdurman, Raja Casablanca, Simba SC, Serge Belouzad et Samalek Duker ont tous gagné. Et on termine avec le noble art à la boxe. Nouvelle défaite pour Tony Yoka qui s'incline face à Carlos Takam. Oui, 10 mois après sa défaite face à Martin Bacolé, Tony Yoka a souffert contre son compatriote Carlos Takam ce samedi. Après 10 rounds intenses, les arbitres ont décidé de donner la victoire à son adversaire. Brillé au Zénith de Paris ou coulé à pic en encaissant une deuxième défaite d'affilée. Voilà le scénario binaire qui s'est ouvert ce samedi soir à l'heure de sortir de son vestiaire pour Tony Yoka. Ce combat franco-français était l'occasion pour la boxe tricolore d'un passage de relais
entre deux générations de poids lourds. Carlos Takam, 42 ans, désormais 40 victoires, 7 défaites et un match nul. Et Tony Yoka, 30 ans, 11 victoires et 2 défaites. Après le combat, Carlos Takam a déclaré que Tony Yoka est le futur de la boxe en France. Et Carlos Takam a fait sa carrière en étant l'invité surprise, celui qu'on n'attendait pas. À l'inverse, Tony Yoka n'a pas répondu aux attentes suscitées depuis son titre olympique des super lourds en août 2016 à Rio. Alors, ce matin, son réveil va être pénible et on ne peut s'empêcher de penser à l'anglais Audley Harrison, sacré champion olympique de la catégorie en 2000 aux JO de Sydney, qui, malgré les moyens énormes mis par la BBC pour l'accompagner, aura raté son passage chez les professionnels et ne remportera jamais un titre majeur. Merci beaucoup, Famourou Djourté. Focus Santé. Le monde célébrait ce 9 mars la journée mondiale du rein qui sensibilise chacun à prendre soin de cet organe. Dans ce numéro de Focus Santé, nous avons décidé de passer une journée avec un dialysé. Il s'appelle Sanana Ntoumé et souffre d'insuffisance rénale chronique. Enseignant de formation et père de 3 enfants, Ntoumé est sur dialyse depuis 2019 en raison de 2 fois par semaine. Voyons en rediffusion ce qui vivent des milliers d'insuffisants rénaux à travers Sanana Ntoumé. Nous sommes samedi, un jour ordinaire pour beaucoup, mais spécial pour Sanana Ntoumé. Depuis 2019, les mercredis et samedis sont ses jours de dialyse. Sanana Ntoumé, patient. Quand je suis venu à Bamako, j'ai fait les premiers bilans qu'on a constaté que la créatinine est trop élevée. Après, ils m'ont dit que ce n'est plus possible de traiter comme ça. La solution finale, ça sera la dialyse. Non loin de chez lui se trouve la grande famille où il se rend chaque fois avant d'aller à l'hôpital et qui a été d'un grand soutien pour lui. Drissa Guindo, oncle de Sanana Ntoumé. Il a commencé les premières séances de dialyse au Pongé et maintenant il continue au niveau de Gavardou à Sevenokoro. Et depuis maintenant pratiquement 3 ans. Il est 7 heures. Ntoumé, comme toujours, va se faire accompagner par un cousin. Quelques 30 minutes suffisent pour arriver à destination. Un peu en retard, Ntoumé va devoir suivre le rang en attendant qu'ait fini le tour des patients arrivés un peu plus tôt. Quelques minutes plus tard, l'infirmier passe à l'appel en suivant l'ordre d'arrivée des patients. Heureusement, Ntoumé fait partie des 3 premières personnes. Pendant qu'il s'installe, Ayouba Mahamadou Maïga, lui, vient de terminer. Il est sous dialyse depuis 15 ans et c'est lui le président de l'association des dialysés de cet hôpital. Je me sens mieux aujourd'hui précisément. Une fois dans la salle, la première étape consiste à se faire peser. Avec cette procédure, notre patient va déterminer le nombre de kilos qu'il doit perdre. Ces kilos en trop correspondent aux déchets et au surplus d'eau accumulés depuis la dernière séance, tout ce que ces reins n'ont donc pas pu éliminer par eux-mêmes. L'infirmier Oumar Diarra est celui qui va s'occuper de notre patient. Il prend d'abord sa tension artérielle, procède ensuite au branchement en ponctionnant la fistule à l'aide d'aiguilles spécifiques. Celles-ci sont fixées de manière à ce qu'elles restent en place pendant toute la séance. Oumar Diarra, infirmier. Bon, maintenant, je commence le branchement. C'est sorti ici. Ça va directement dans la machine. Ça suit le circuit. L'épuration là, ça se passe ici. L'eau et puis le sang là va se retrouver. C'est ces filtres qui jouent donc le rôle de son rein et éliminent les déchets contenus dans le sang. Une fois épuré, il emprunte un autre tuyau et retourne dans le corps du patient. Oumar Diarra, infirmier. Ça, c'est le produit qui va permettre que le sang ne se coagule pas dans la machine pendant les 4 heures. Là. Si on ne met pas ça, pendant les 4 heures, le sang va se coaguler dans la machine. Pour rappel, la dialyse nécessite une courte intervention chirurgicale pour préparer les vaisseaux sanguins à bien supporter la filtration du sang par la machine. En 4 heures, la machine reproduit tout ce que les reins auraient dû faire en quelques jours. La fatigue se lit sur le visage de notre patient, Sanana Ntoumé. Ça va dans l'ensemble. C'est mieux que quand je venais, mais je me sens un peu fatigué, mais ça va passer. À la fin de la dialyse, l'infirmier passe au processus de débranchement et recouvre les points de ponction avec un pansement. Père de 3 enfants et enseignant de formation, Sanana Ntoumé s'est habitué au fil des années à cette routine qu'il avait du mal à accepter. Au début, quand on me disait que la dernière solution c'était la dialyse,
J'ai fait plus de 3 nuits sans pouvoir dormir. Psychologiquement, je ne parvenais pas à tenir. Voilà donc ce que vivent tous les dialysés au moins 2 fois dans la semaine. Ces sorts réservés aux insuffisants rénaux est pour le moment leur seul moyen de survie. Mais le meilleur traitement reste un bon entourage et un bon soutien familial. Voilà, et c'est ce qui met fin à cette édition réalisée et coordonnée par Ousmane Dao. La mise en onde est assurée par Alima Ouattara. C'est une présentation de Barakissa Ouattara. Sékou Traoré a assuré la mise en ligne. Merci de l'avoir suivi et surtout restez à l'écoute. Le programme continue sur Radio Mali.